Bonjour et bienvenue aux grandes discussions pour entrepreneurs. Encore une fois cette semaine, je reçois une personne au parcours d'exception. Une personne qui a su relever le défi de l'entrepreneuriat, qui a su surmonter les obstacles, réaliser ses ambitions et définitivement saura vous inspirer, vous aussi, dans vos propres projets entrepreneuriaux. Comme à chaque semaine, à la fin de l'entrevue, on vous demande de faire 3 choses simples et rapides pour vous. 1. Faire un like sur l'entrevue. 2. Faire un partage à vos réseaux sociaux. Et 3. Certainement de faire un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous aurez consulté ce contenu. Super important pour aider Alias Entrepreneur à bâtir et maintenir son audience. Également, on vous invite à vous abonner à l'infolette d'Alias si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, tous les lundis matins, vous recevrez un article de fond, rapide à lire, sur lequel vous aurez 1 ou 2 trucs qui saura certainement faire une différence concrètement dans votre entreprise. Je vous rappelle qu'il y a plus de 400 contenus gratuits disponibles pour vous, chers entrepreneurs, sur aliasentrepreneur.com. Avant de vous laisser vers l'entrevue, j'aimerais remercier nos commanditaires principaux, nos commanditaires tout court, la Banque nationale, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le réseau Mentorat, le Centre de transfert des entreprises du Québec, le programme Persévérance, Mon commerce en ligne et InfoBref. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, je suis avec mon amie Monette Malewski. Bonjour Monette. Bonjour Serge, un plaisir de te revoir. Moi aussi, toujours un bonheur de te voir. Écoutez, aujourd'hui, j'ai invité Monette pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est une dame extraordinaire. Vous allez la découvrir avec moi aussi. Vous allez le constater avec moi. Et aussi parce qu'elle a une histoire qui touche beaucoup de gens. Elle a une carrière incroyable. Vous allez voir, elle a aussi une origine d'immigration au Québec, donc une histoire d'immigration au Québec. Donc ça aussi, c'est intéressant de démontrer comment on arrive, comment on réussit dans un pays qui n'est pas le sien, comment on réussit à prendre racine, à s'accrocher à la culture également. Vous allez voir une femme incroyable, une histoire palpitante. J'espère qu'on va avoir le temps de tout couvrir dans le temps qu'on s'est imparti aujourd'hui. Alors, Monette, sans plus tarder, comment tu vas? Je vais très bien, merci, comme toujours. Pour moi, le verre est toujours très rempli, alors c'est bien. Monette, aujourd'hui, tu es à la tête d'une entreprise dans le domaine de l'assurance, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est un cabinet conseil en assurance spécialisée, mais surtout pour les entrepreneurs familiales et les entrepreneurs. All right. Et parle-nous un peu de cette business. C'est une entreprise, juste qu'on sache un peu ce qu'elle a de l'air aujourd'hui. C'est un cabinet conseil. Il y a combien d'employés? Comment on mesure la taille et l'ampleur d'une compagnie comme la tienne? Alors, c'est pas par le nombre d'employés que nous avons, c'est par la qualité de travail qu'on fait avec nos clients. Pour moi, la priorité, c'est toujours de servir mon client et deuxièmement, de bâtir une équipe qui va travailler avec moi. Et où j'ai la chance, c'est un cabinet conseil d'assurance, mais j'ai derrière moi, je dirais, une compagnie virtuelle, une compagnie avec qui je travaille à travers le Canada, qui ont tous les outils et les personnes que j'ai besoin pour m'outiller, pour aider mes clients. Alors, j'ai des fiscalistes, j'ai des personnes de ressources, des personnes en marketing, on peut dire, et aussi des analystes, alors, et des sélectionneurs de risques que j'ai comme équipe. C'est pas des compagnies d'assurance, c'est une équipe vraiment dans le domaine où je peux vraiment parler avec eux à travers le Canada et bien être assuré que je donne les meilleurs à mes clients. Mais c'est aussi une entreprise familiale. Alors, ça aussi, c'est important. J'ai mon frère et ma fille qui travaillent avec moi. J'ai débuté avec mon mari. Et nous autres, qu'est-ce qu'on essaie de faire vraiment, c'est d'aider nos clients qui sont pas nécessairement des entreprises familiales, mais des entrepreneurs familiales. Ça veut dire qu'ils ont peut-être changé beaucoup, mais ça reste dans la famille. Et des entrepreneurs à les aider à préserver, à continuer d'accroître et aussi de faire un transfert avec succès à la prochaine génération, qui est la partie la plus importante, mais pas uniquement un transfert, je dirais, du capital, c'est le capital familial. Tout le monde pense toujours que c'est le capital financier, mais moi je dis non, c'est un capital familial où c'est aussi le capital humain, le capital social, le capital intellectuel, le capital spirituel. Alors, travailler avec quelqu'un, pour moi, c'est de mieux comprendre la personne qui est devant moi, qu'est-ce que sont ses buts, ses valeurs,
les legs qu'ils veulent laisser, pas nécessairement les legs financiers, mais les legs de valeur qu'ils veulent laisser à leur famille. Souvent, vous savez que 65% des personnes n'ont pas écrit des testaments et même des entreprises familiales, ils n'ont pas fait une planification successorale dans ce sens. Alors, pour moi, c'est pas uniquement de pousser un testament, mais de pousser peut-être une lettre de legs. Qu'est-ce qu'on veut léguer? Qu'est-ce que c'est le but de pourquoi on est là? C'est pas uniquement pour l'accumulation de l'argent, c'est d'autres facteurs qui rentrent là-dedans. Et pour moi, ça fait une grande partie de le travail qu'on fait. Il y a Monette, 4 ans. Oui, vas-y. à travers ton discours, on peut sentir que la famille est importante pour toi, la famille, les valeurs familiales, l'ensemble, pas juste la valeur financière de la famille, au contraire. Là, on a entendu parler de legs intellectuel, de legs social, de legs spirituel. Alors, tu sais, on sent que la famille est importante. Parle-moi un peu de tes origines familiales. Comment ça s'est passé pour toi, arriver ici au Québec et dans quelle année? Le contexte un peu, là. Bon, alors, ma famille vient de l'Europe. Mon père est né en Pologne, ma mère est née en Allemagne, mais ils ont passé la grande partie de leur vie à Liège avant de venir ici. Alors, ils se sont mariés même à Liège. Alors, malheureusement, pas malheureusement pour eux, c'était bien, mais en 42, où on avait la Deuxième Guerre mondiale, qui était là, et le Gestapo était au mariage de mes parents dans la maison de ma grand-mère. Alors, c'est sûr qu'ils ont compris en 42, c'était déjà connu que pour les Juifs, je viens d'origine juive, que rester à Liège, ça veut dire que nous allons rentrer dans les camps de concentration et c'est pas ça qui était voulu. Alors, toutes les frontières étaient fermées et mes parents ont fait un peu comme le film Sound of Music, un peu comme ce film-là. Ils ont traversé les montagnes en Suisse pour entrer en Suisse dans des camps de travail. Les gens ne comprennent pas, mais Suisse avait des camps de travail parce que les Allemands voulaient garder le Suisse neutre pour la blanchissant de l'argent, pour tous les arts qui sont allés voler, chercher. Alors, ils étaient dans un camp de travail. Et il y a une grande histoire que est revenue en décembre quand monsieur comme Zelensky a parlé devant le Congrès aux États-Unis. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il a parlé vraiment au peuple américain. C'était pas vraiment au Congrès, c'était au peuple américain. Et parmi ces histoires, il a essayé de faire une comparaison entre les guerres qu'eux, ils ont subies et son guerre. Et puis, il se rappelait d'une guerre en 1944. C'était la bataille des Ardennes, les batailles des Ardennes. Ouais. Et alors, c'est revenu parce que mon père, et tout mon courage de qu'est-ce que c'est, ça vient de mes parents. Mon père avait compris en 44 que la guerre allait bientôt terminer. Et lui, il était entrepreneur. Moi, j'ai mes racines de mon père, il était entrepreneur. Mais en Belgique, si on n'était pas citoyen belge, on ne pouvait pas avoir une entreprise comme propriétaire. Alors lui, il avait toujours quelqu'un qui était là pour ses entreprises, mais il ne pouvait pas être connu comme la propriétaire. Alors, ma mère elle était enceinte et voulait absolument que le bébé soit né en Belgique. Alors, pour lui, c'était très important de retourner en Belgique en 42. Il a décidé de quitter la Suisse. Ils l'ont mis aux frontières. Mon frère avait 18 mois. Moi, j'étais dans le petit ventre de ma mère. Et puis, ils ont arrivé à la bataille des Ardennes. Ils ne pouvaient pas traverser. Ils étaient pris là-dedans. Et là, c'est sûr qu'ils devaient retourner dans un camp de travail jusqu'à la fin de la guerre. Alors, pour moi, quand j'ai entendu Zelensky parler de ça, ça me souvient de l'inspiration que mes parents m'ont donnée comme courage. Parce que eux, ils ont eu des enfants pendant des conditions le plus pénibles, le plus pire qu'on peut avoir. Et quand même, ils ont eu des enfants. Ça veut dire qu'ils avaient une vision d'espoir que la vie allait continuer et la vie être riche pour emmener 2 enfants à la vie. Alors, c'est sûr qu'ils ont retourné en Belgique. Et en 49, on avait beaucoup d'échos de les communistes. Et ils ont dit, nous autres, on a déjà vécu quelque chose, on ne veut pas rester ici. On va traverser pour arriver à l'Amérique du Nord. Et c'est une longue histoire, mais à la fin, on se retrouvait au Québec.
parce que c'était francophone. Alors, mes parents étaient belges, ils parlaient français, mais qu'est-ce qui était drôle à cette époque, et les gens ne sont pas toujours au courant, si on n'était pas catholique, on ne pouvait pas aller dans les écoles francophones. Alors, je suis éduquée dans les écoles anglaises parce que je ne pouvais pas rentrer dans les écoles catholiques. En quelle année ça, Monette? Ça, c'est dans les années 50. Les années 50. C'était jusque 67 que c'était comme ça. Et en 67, on a changé le système scolaire et on a laissé rentrer les Français. Et aujourd'hui, on veut que tout le monde va dans les écoles françaises. Mais à cette époque, on était plein de personnes qui sont venues ici. On n'avait pas de choix. Mais j'ai eu la choix que mes parents parlaient français entre eux, toujours. Ils sont venus ici, ils ont commencé une entreprise de nettoyage. Pour eux, c'était l'éducation des enfants qui était le plus important. Et c'est à l'âge, je pense, de 13 ans que je me suis aperçue que j'habite dans un grand bassin francophone. Et je suis ici dans un bassin anglophone, mais moi, je voulais faire partie de Québec. Alors, j'ai insisté avec ma mère qu'on reprend le français ensemble, qu'on parle en français, et j'ai tout fait toute ma vie pour m'assurer que je fais partie de Québec et pas uniquement d'une communauté à part. Alors, et dans mon parcours, on peut le dire, mais j'étais déjà présidente de Pointe-à-Calière, j'étais sur le conseil d'administration d'Investissement Québec, on se connaît à cause d'Ange Québec. J'étais présidente de l'École supérieure de ballet de Québec. Alors, je me suis vraiment insérée dans la communauté québécoise comme une bonne Québécoise. Mm-hmm. Ton père était entrepreneur, parce que tu disais que ton père, quand il est arrivé ici au Québec, il a commencé avec une entreprise de nettoyage. Oui. Et toi, tu as dû avoir une inspiration du côté de ton père à faire la même chose un jour, mais c'est pas tout à fait ce qui a commencé dans ta vie, là. Non, pas du tout. Et ma mère travaillait avec mon père aussi. Alors, c'était une entreprise familiale dans guillemets aujourd'hui. À cette époque, j'ai pas compris ça. Non, pour mes parents, l'éducation était très importante. Mon père ne voulait pas que je rentre dans son entreprise parce que mon père, en Europe, il était vraiment quelqu'un qui faisait des habits, qui faisait des vêtements pour femmes. Ça, c'était son métier. Mais quand il est arrivé ici, il n'avait pas les sous, les moyens de le faire. Alors, il a ouvert des magasins de nettoyage qui a bien fait leur vie, mais lui, il était vraiment quelqu'un qui voulait ouvrir des magasins de femmes. Alors, il n'a pas encouragé ses enfants d'aller dans son entreprise parce que pour lui, c'était quelque chose qu'il devait faire pour survivre, mais c'était pas nécessairement qu'est-ce qu'il voulait comme entreprise pour ses enfants. Mais mes deux frères étaient dedans, juste pour vous dire que on pensait pas, mais moi, ils ont poussé, et moi, c'est l'éducation qui m'intéressait toujours. L'âge de 5 ans, je voulais être enseignante, je voulais éduquer, je voulais redonner à la société. Je ne sais pas, ça faisait partie de qu'est-ce que j'étais et qu'est-ce que profondément j'y croyais. C'est d'éduquer le monde et probablement tout ce que je fais dans ma vie, c'est ça. Même le travail que je fais aujourd'hui, c'est de aller où les personnes sont et être à l'écoute, pas entendre uniquement, mais être à l'écoute. Pour moi, il y a une grande différence d'être à l'écoute de quelqu'un ou d'entendre quelqu'un. Alors, pour moi, c'est être à l'écoute de la personne pour bien comprendre qui ils sont. Et j'utilise toutes ces habiletés aujourd'hui dans ma domaine parce qu'on est tous des vendeurs quelque part. Même dans une classe, on est des vendeurs comme professeur dans une classe. On se vend aux enfants. Aujourd'hui, c'est d'autres, mais c'est ça qu'on fait. Effectivement, un auteur que j'aime beaucoup, qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelle Jean-Marc Chaput, a écrit un livre il y a plusieurs décennies dont le titre était Vivre, c'est vendre. Et ce livre-là, moi, ça a changé ma vie. J'ai lu ça, j'avais 19 ans. Et exactement comme tu le dis, dans son bouquin, il parlait à quel point on fait toujours tous de la vente. Et plus on comprend ça, mieux on comprend les étapes d'une vente, que ce soit une idée, un produit, un service. Ce sont toujours les mêmes étapes. C'est toujours vendre, en fait, c'est toujours rendre un service à quelqu'un. Alors, il faut donc trouver le besoin, la douleur, identifier le manque de quelqu'un, puis essayer de trouver une solution à ce besoin-là. Et c'est ça, faire de la vente, en fait. Uri Levine, c'est lui qui a inventé Waze, donc on connaît Waze. Il vient d'écrire un livre qui s'appelle, en anglais, Fall in love with the problem, not the solution. Il faut tomber en amour avec le problème et pas la solution, parce que là, on va jamais perdre, parce qu'on cherche toujours la solution. Alors, c'est le problème qui compte beaucoup plus. Et dans mon domaine, même à l'école, c'était ça.
qu'est-ce que les enfants manquent? Qu'est-ce que j'ai besoin d'enseigner aux enfants? C'est pas nécessairement la solution, mais c'est quoi la problématique que nous avons pour bien enseigner? Et dans mon travail, mon métier, c'est la même chose. Quand je travaille avec un entrepreneur, moi, je laisse de côté tout le côté financier, même si je paye comme ça, c'est pas que je fais. Moi, je veux comprendre qui est devant moi. C'est qui cette personne? Comme vous dites, pas uniquement la famille, mais la personnalité. Parce que si Ben on veut ouais. aider quelqu'un, c'est de mieux comprendre leurs besoins, leurs inquiétudes, les gestes qu'ils vont faire. Alors, ça, c'est la partie qui, pour moi, est encore éducation. Parce que c'est ça que je faisais avec mes enfants, mes élèves aussi. Tu parles d'éducation, Monette, donc la jeune Monette dont les parents sont entrepreneurs, même les frères sont entrepreneurs ou du moins travaillent avec les parents, elle décide de ne pas faire de l'entrepreneuriat, mais suivre l'éducation et devenir donc professeure enseignante. C'est qui a été Oui, ta j'étais première professeure carrière? enseignante. J'étais professeure enseignante, mais j'ai enseigné dans les écoles juives de Montréal. Et quand j'ai rentré dans ces écoles, qu'est-ce qui était vraiment très bizarre, c'est que moi, j'étais payée comme si j'étais un professeur dans le système public parce que j'ai enseigné les études laïques. Mais les professeurs qui enseignaient vraiment les études juives ou religieuses, eux, ils venaient de la guerre. Ils ont perdu tous leurs documents, tous leurs certificats quand ils étaient là-bas et on les payait beaucoup moins que moi. Et moi, j'ai dit, la raison d'être de ces écoles, c'est d'instruire le spirituel et d'instruire vraiment les racines. Et c'est moi qui ai payé plus. Alors, j'ai commencé une syndicat, je dois dire, dans toutes les écoles juives. On reconnaît encore ici la personne qui veut aider, s'impliquer, changer les choses. Donc, de l'injustice motive la jeune Monette à partir d'un syndicat. Exactement. Et puis, on a gagné. Puis, aujourd'hui, les professeurs se souviennent de ça parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a les mêmes conditions que le système public. Mais l'autre côté, à qui je négociais, a compris qui j'étais parce que pour moi, c'était toujours une situation gagnante-gagnante. Jamais une situation qu'un gagne et l'autre perde. Alors, ils sont allés me piquer pour devenir la directrice générale de toutes les écoles juives de Montréal. Et mon travail à cette époque était de travailler avec le ministère de l'Éducation. J'ai travaillé avec Camille Laurent jusqu'à Claude Ryan. Alors, Ah oui, OK. Ça nous situe l'époque politique. oui, 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 parce que ça, c'était la politique. Alors, travailler avec ces écoles, c'est ça que je faisais. J'étais une lobbyiste, nécessairement. Et puis, on changeait le système. J'étais au courant de ce qu'on devait faire. Alors, c'est ça que j'ai fait dans ma vie. Mais avec tous les politiciens. Et j'ai bien mené ça parce que pour moi, c'était pas la politique. C'était encore, comme vous dites, de enseigner, d'instruire les gens, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie. Et c'est ça que j'ai fait. Et puis, j'étais un peu tannée de travailler pour les autres, parce que dans une situation comme ça, vous êtes toujours une directrice générale, mais vous travaillez pour les autres. Et j'avais le goût, probablement, ça vient, aujourd'hui, je réalise que ça vient de mon père et ma mère, cette partie entrepreneuriale. Mais même là, c'était un entrepreneur à l'interne parce que je faisais des choses très différentes. Je pensais toujours hors de la boîte pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour encore résoudre le problème, parce que c'était toujours des problèmes que j'essayais de résoudre. Alors là, j'ai dit non, je pense que je vais faire quelque chose pour moi-même. Et à cette époque, il y en a beaucoup de personnes qui m'ont dit, pourquoi tu travailles pas avec ton mari? Je dis, mais mon mari, c'est une comptable, il travaille dans l'assurance, je connais rien dans ce domaine. Mais ils ont dit, mais tu as un parcours intéressant parce que tu vas pas venir dans ce domaine comme quelqu'un qui est une vendeuse d'assurance. Vous allez venir dans ce domaine dans quelqu'un qui comprend l'être humain. Et c'est ça qu'on a besoin en priorité. C'est de la compréhension et de donner aussi les personnes ont besoin d'être outillées. Ça veut dire ils ont besoin de savoir de quoi ils achètent. Je me souviens, malheureusement, j'ai rentré dans ce domaine et 4 ans plus tard, mon mari est mort. Alors là, je me suis retrouvée avec une entreprise. Heureusement, j'ai eu mon certificat, j'ai retourné aux études, j'ai tout fait. Mais là, tout d'un coup, je me suis trouvée avec une entreprise qui était l'entreprise de mon mari que je connaissais pas ses clients. Je baptisais mes propres clients à moi. Et alors, je suis allée les chercher, mais j'ai gardé 96% de mes clients, je dois dire. Mais il y en a un en particulier, quand je suis allée le voir, il me dit, j'aimerais bien savoir c'est quoi que j'ai acheté. J'ai fait confiance à ton mari, mais c'était un comptable. Il m'a dit qu'est-ce que je devais acheter. Il était très clair, je l'ai acheté, mais je comprends rien de qu'est-ce que j'ai. Bon, j'ai commencé à expliquer qu'est-ce qu'il avait. Il dit, c'était une bonne chose, mais j'ai jamais compris. Alors, ma force,
c'est de donner aux gens la possibilité de comprendre qu'est-ce qu'ils ont devant eux. C'est leur choix, mais il faut au moins leur éduquer dans qu'est-ce qu'ils ont. Très, très important. Alors, ça fait partie de qui je suis. Steve Jobs écouterait ton discours aujourd'hui puis dirait « The dot will connect ». Alors, on a l'enseignante qui est devenue vendeur et entrepreneur dans le domaine de l'assurance et qui éduquait finalement ses clients, qui leur permettait de bien comprendre là, les produits qu'ils achetaient. Alors, donc, ce côté enseignement t'a pas quitté non plus, même dans ta carrière entrepreneuriale. Tout à fait, tout à fait. Et même avec mes personnels, j'ai ma fille qui travaille avec moi, j'ai mon frère et j'ai quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'est de bâtir une bonne équipe pour aussi leur éduquer et qui peut apprendre et qui peut prendre eux-mêmes la relève. C'est pas moi nécessairement. On est très impliqués. Moi, je suis une fondatrice d'une organisation qui s'appelle Family Enterprise Canada. C'est une organisation à travers le Canada qui vraiment met ensemble les entreprises familiales, mais aussi des gens comme moi. Il y a 5 ans, les gens vont rire, mais il y a 5 ans, j'ai retourné aux études. J'ai fait un peu comme de comparaison, c'est une MBA. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, tu es retourné aux études? Oui, il y a 5 ans. Et je peux le comparer à à un MBA exécutif. Je suis allée à Toronto parce que ça ne se donne pas à Québec. Et pour 1 an, je suis allée et je suis devenue certifiée comme aviseur pour les entreprises familiales. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que quand je travaille avec les entreprises et même avec les entrepreneurs qui sont actionnaires, quand on avait des chicanes et des problèmes, c'était normalement la famille. C'était pas vraiment entre eux. C'était toujours quelque chose qui arrivait en arrière. Et moi, je voulais m'outiller de savoir c'est quoi les outils, c'est quoi le langage. C'est parce que à cette époque, il y en a peut-être 20 ans, 25 ans, on n'avait pas nécessairement la formation ni les données sur les entreprises familiales. Aujourd'hui, c'est beaucoup évolué. 80% des entreprises mondiales sont des entreprises familiales. Au Canada, c'est 8 millions d'employés. Alors, c'est une grande organisation. Pardon. Alors, on a créé cette organisation et je suis une fondatrice de cette organisation. Encore une fois. Qu'est-ce qui définit une entreprise familiale dans votre jargon à vous, là? Il y en a une entreprise familiale ou il y en a des entrepreneurs familiales. Ça veut dire que moi, j'ai beaucoup de clients qui étaient en entreprise avec leur famille, 2e génération, 3e génération, prochaine génération, mais pas nécessairement dans le même domaine qu'ils ont commencé. Parce que si on regarde, pour moi, il y en a 3 cercles. Il y en a un cercle de la famille, un cercle de le propriétaire et le cercle aussi de l'entreprise. Mais ça peut être plusieurs entreprises, 3 entreprises, 4 entreprises. Ça peut être une société de gestion avec des investissements où la famille fait l'intervention ensemble. Alors, une entreprise familiale, c'est quand la famille a des valeurs de famille où on travaille ensemble. Je peux donner un exemple des entreprises familiales que les jeunes ont rentré. Ils ne voulaient pas faire la même opération que les parents, mais ils voulaient faire quelque chose d'autre. Alors, on les encourage de travailler avec eux dans un autre projet, mais ce sont des entrepreneurs familiales parce que les mêmes valeurs, les mêmes buts sont là. Je me souviens, j'ai travaillé avec une en particulier. Il était en affaires avec son père. Il a acheté l'entreprise de son père. Maintenant, son fils est là, mais son fils veut faire la même chose. Mais son fils veut faire quelque chose à côté, mais il lui donne 2 millions de dollars d'investir dans ce qu'il veut faire. Alors, je dis, vous êtes une entrepreneur familiale, même s'il n'est pas dans la même entreprise. Vous aidez votre fils, vous travaillez, vous avez pris un parti, il a pris 20% de cette entreprise, vous leur donnez toute la côté administrative, la côté ressources humaines. Vous êtes là-dedans, même si vous ne pensez pas, c'est pas une entreprise familiale, mais vous êtes une famille entrepreneuriale. Parlons-en de la famille. C'est intéressant parce qu'on sent que dans les valeurs familiales, il y a aussi la valeur de construction de patrimoine familial, la construction d'un bien collectif qu'on appelle le patrimoine, mais ce bien qui est partageable ou qui bénéficie à pas juste une personne, mais à l'ensemble de la famille, les petits-enfants, les frères, les sœurs et tout ça. C'est très fort dans la communauté juive, ces concepts-là. Est-ce que tu penses que ça aide aussi quelque part la communauté juive à réussir en affaires parce qu'il y a un adage ou une croyance populaire qui dit que les Juifs sont incroyables en affaires. Est-ce que tu penses que c'est à cause justement des liens familiaux? Oui et non.
Je pense que les liens familiaux sont importants, mais c'est à cause, je pense, de notre histoire. Si on retourne dans l'histoire en arrière, les Juifs n'avaient pas le droit d'être propriétaires d'un terrain, même en Europe. On retourne vraiment à l'époque catholique. On n'avait pas de choix, mais de devenir des vendeurs ou des marchands entre les gens. Ça, c'était vraiment qu'est-ce qu'ils avaient. Ils n'avaient pas de choix parce qu'ils ne pouvaient pas avoir une ferme, l'agriculture, rien. Alors, ils sont devenus très habiles dans qu'est-ce qui restait. Alors, même quand on a amené les armes de la France ici, au Québec, et je parle maintenant de presque 200 ans, c'était les Juifs qui étaient vraiment les marchands, qui faisaient, parce que c'était leur style, ils ont appris. Et moi, je dis toujours que l'éducation était le plus important. Pourquoi? Parce que dans tous les programmes, dans tout ce qu'ils ont subi, on ne peut pas enlever qu'est-ce qu'on a dans notre cerveau. On peut tout enlever de quelqu'un. On peut enlever leur richesse capitale, qui est vraiment une richesse capitale de terrain, d'argent, mais on ne peut pas enlever la richesse intellectuelle qu'on a dans notre esprit à nous et dans notre cerveau. Et je pense que c'est ça qui les emmène souvent à être des bons entrepreneurs parce qu'ils n'avaient pas de choix et ils étaient éduqués dans ce sens. Mais la famille, c'est sûr, parce qu'on devait se déplacer, on vient avec une famille, on reste en famille, c'est sûr que ça fait partie. Mais je pense que les Québécois aussi, ils ont ça. Ils ne réalisent pas à quel point ils l'ont, mais je pense qu'ils l'ont parce que la famille était très importante. Au départ, je pense qu'ici au Québec, c'est sûr que les affaires étaient les Anglais, mais les Québécois voulaient faire quelque chose de différent. Ils voulaient. Et on parle juste de Desjardins. Si on regarde qu'est-ce qu'il a fait lui, il a appris tout ça quand il était dans le Sénat pour apprendre qu'est-ce que c'est de monter l'argent. Alors, je pense que c'est là. Mais l'éducation est le plus important pour les Juifs. Et l'éducation, je pense que c'est là qu'on ne peut pas enlever qu'est-ce qu'on a dans notre cerveau. On peut aller n'importe où et on recommence la vie. C'est comme ça que mes parents ont recommencé leur vie parce qu'ils n'avaient rien quand on est venu ici. On était réfugiés. Ils n'avaient pas un sou. Mais on a rebâti une vie et je pense que c'est l'inspiration de la courage, la résilience et que l'apprentissage n'arrête jamais. Comme vous avez vu, j'ai retourné à 5 ans, que ça, c'est toujours là. Tu as parlé de l'éducation. Tu es impliqué aussi, Monette, avec, et en passant, on se tutoie, Monette et moi, parce qu'on se connaît depuis de nombreuses années, alors on se permet ça. Tu t'es impliqué aussi dans l'éducation avec les universités. Tu n'as pas un rôle aussi avec certaines universités? Tu peux me parler de ça un peu? Une université qui n'est pas ici, une université en Israël. Alors, c'est l'université hébraïque à Jérusalem. C'est une des 100 meilleures universités au monde. Et c'est la première université qui a été créée en Israël avant même l'État d'Israël. Et c'était fondé par Albert Einstein, par Sigmund Freud, d'accord? Et eux, en 1917, ils ont réalisé que en Allemagne, la communauté juive n'allait pas longtemps rester là, qu'il y aurait un problème. Et ils ont décidé, eux, que on va éventuellement avoir un pays. Je ne parle pas maintenant de la politique de territoire, mais un pays dans ce coin-là, parce que c'est un peu comme les Premières Nations ici. On habite là depuis 5000 ans. Alors, c'est sûr qu'ils voulaient. Alors, eux, ils ont retourné en 1918. Ils ont acheté un terrain et ils ont allé lever des fonds en Amérique du Nord. Et puis, en 1926, ils ont ouvert cette université qui est maintenant l'université hébraïque, bien avant que le pays était né. Parce qu'ils ont compris encore une fois que l'éducation était primordiale si on voulait créer un pays. C'est ça qu'ils ont fait. Et Einstein, encore de plus que ça, sa vision était très claire. Il a mis tout l'emphase et toute la science dans le département d'agriculture. Pourquoi? Parce qu'on avait un désert. Le désert, on devait le tourner vert. On avait aussi pas des forêts. On devait créer des forêts. Alors, il a compris que ça, c'était la nécessité au départ pour créer un pays, même bien avant que le pays était né. Alors, c'est intéressant parce que quand on regarde ça, c'est des principes tellement forts. Si aujourd'hui on est des parents qui nous écoutent, c'est forcément les deux choses ou les deux priorités pour tous les parents qui ont des enfants, c'est de les nourrir, de s'assurer qu'ils ont de quoi manger,
Puis la deuxième grande priorité, c'est l'éducation, là, s'assurer que ces enfants-là vont à l'école puis vont apprendre. Et parfois, on prend ça pour acquis parce que c'est le quotidien normal de tout le monde, mais c'est fondamentalement la seule véritable façon d'assurer l'avenir de sa communauté ou de sa population, là, parce que c'est comme ça que Einstein et d'autres ont construit Israël. C'est ça. Et Einstein lui-même, il n'a jamais vécu en Israël parce qu'il a quitté l'Europe pour venir aux États-Unis, puis il était à Princeton. Mais en 1955, quand il est mort, il a légué son 80 000 documents à l'Université hébraïque. Alors, c'est nous qui ont vraiment tout ce qui est vraiment appartient à Einstein. Et je suis très fière parce que depuis 2017, ici au Canada, je suis moi président des Amis de l'Université hébraïque pour le Canada. Et ici, on a travaillé très fort et finalement, on a réussi à avoir un grand donateur, pas de Canadien, mais c'est nous qui est allé chercher le donateur parce on est global, je ne travaille pas uniquement au Canada, mais qui a mis maintenant 20 millions et puis il est allé chercher l'argent évidemment. On va construire un musée d'Einstein, ça va être un musée qui va être construit ici 2 ans. Et je dois être fière que ça fait partie de mon legs de Wow! laisser au monde un musée Einstein. Je fais partie de le regroupement qui l'a conçu, qui est allé chercher ce qu'on avait besoin pour le mettre sur pied. Et puis, on va avoir un musée qui va être ouvert à tout le monde avec Bravo! parce que maintenant, ces 80 000 documents sont dans une archive, dans une des campus de l'université. Alors, et c'est Daniel Lipskin qui a fait le 9-11, la reconstruction de 9-11, c'est lui l'architecte. Wow! Et elle va être où, cette université-là? Est-ce qu'on a un scoop là-dessus? C'est connu? Elle va être où? Ça va être dans l'université parce qu'on avait un bâtiment qui était une planétaire. Alors, ça va être là. On enlève le planétaire, mais on a une ligne électrique, d'accord, un train électrique qui va passer. Alors, ça va être ouvert. Mais c'est à Jérusalem. Et c'est OK. normal que c'est là parce que l'université est là. OK. Ça va être à l'université en Israël. Oui, exactement, mais ouvert pour le monde. Ça va être OK. une attraction pour le monde. Et la deuxième chose que je fais, je suis en train de le faire maintenant, c'est qu'on va créer une film IMAX sur l'inspiration de Einstein parce qu'il a inspiré beaucoup de monde. Et on a 2 femmes, et moi, tu me connais, je suis très pour la promotion de femmes. Il y a 2 femmes, un qui vient du Pakistan, un qui vient des États-Unis, un qui a gagné le prix Nobel parce qu'ils ont découvert et ils ont trouvé le trou noir d'Einstein. Et le film est basé sur l'inspiration d'Einstein et comment est-ce que les jeunes femmes et filles peuvent rentrer en éducation en STEM. Alors, je suis présidente du comité qui va chercher 4 millions de dollars pour terminer et pour mettre sur pied cette firme IMAX. Alors, comment on fait, Monette, là, pour être partie là, comme enseignante, prof d'école, puis arriver à ton âge, être impliqué dans des projets planétaires, être impliqué dans des œuvres caritatives importantes? Comment on fait pour arriver là, là? Parce que c'est ça le grand secret, là. On veut tous ressembler à Monette quelque part, là. Tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai pensé à faire. C'est pas comme une coche que je mets. J'ai fait ça. Ça fait partie, je pense, de qui je suis. Mes parents m'ont beaucoup inspiré de redonner à la société. Il y a un mot en hébraïque qui s'appelle tikkun olam et ça veut dire réparer le monde. Et dans ma maison, il y en a vraiment une photo de ça qui disent qu'on n'a pas besoin de tout réparer, mais on a besoin au moins de commencer à réparer le monde. Alors, ça fait partie de mes tripes de dire qu'on a une obligation. On a une obligation de donner à la société. Si on a été chanceuse nous-mêmes, et moi je dis que j'ai la chance parce qu'on est venu ici comme réfugiés, on a travaillé fort, mais pour moi c'est redonner. Et je me souviens une fois quand le premier client que j'ai eu, gros client, j'ai rentré au bureau, j'avais tous les données que j'avais besoin. Je retourne voir mon mari qui était encore vivant. J'ai dit, regarde Mike, regarde tout ce que j'ai. Et c'est un très beau dossier. Puis je dis, je vais passer tout mon temps là-dedans. Et puis, il m'a arrêté. Il me dit, Monette, c'est pas toi. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire, c'est pas moi? Il me dit, toi, tu as besoin d'un équilibre entre l'entrepreneuriat qui tu es et aussi être cette vocation sociale. Et dernièrement, j'ai lu une recherche, un sondage qui était fait en Angleterre
sur des philanthropistes qui donnent plus que 1 million de dollars. Ils sont allés chercher 500 et ce sont des entrepreneurs. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé là-dedans? C'est qu'un entrepreneur, souvent, ils ont un domaine dont, pour eux, dans leur entreprise. Mais en charité, en philanthropie, ils ont un domaine aussi. Ils ont un domaine, ils sont une cause, ou un domaine qui est vraiment leur appartient, mais là, ils doivent le partager avec la communauté. Entreprise, c'est différent, peut-être la famille avec d'autres, mais il y en a aussi des philanthropistes qui n'ont pas de domaine, mais qui ont une stratégie et processus. Et c'est là où je me suis reconnue. Dans tout ce que j'ai fait, moi, c'est pas une domaine, parce que j'étais impliquée dans plein de choses, c'est parce que j'y crois dans la bonne gouvernance. J'y crois dans une stratégie, j'y crois dans un processus qui doit faire partie aussi de ce qu'on fait dans la vie. Alors, dans tout ce que j'ai fait, j'ai réalisé, Pointe-à-Calière, l'école, il y avait des problèmes. C'est moi qui est allé mettre en pied tout ce qu'on devait faire pour faire la bonne communication et la bonne gouvernance. Alors, un philanthropiste, on peut avoir les deux. Moi, je pense je dis toujours, il y en a en anglais 4T. Alors, ça veut dire le temps, d'accord, le talent, le trésorier et en anglais, le ties, mais le réseau. On a besoin, ces 4, on n'a pas besoin de tout ça en même temps, mais on a besoin de ça pour devenir philanthropiste. Si on a ça chez nous, on peut le faire. C'est juste de décider qu'on veut le faire et aller le faire. C'est s'impliquer. Tout le monde a besoin de quelqu'un qui est bien pour s'impliquer. Tu as parlé de ta fille et ton frère qui sont avec toi dans l'entreprise. Est-ce qu'ils étaient avec toi aussi? Est-ce qu'ils étaient avec Mike, ton époux, avant que tu arrives dans l'entreprise? Non, ça, c'est une très bonne question et une question qui me touche au cœur. Je dois dire, si j'avais demandé à ma fille de venir en entreprise avec moi, elle aurait dit non. Je suis convaincue. Ma fille, mon mari était très malade. Il était en soins palliatifs à la maison. Et puis, elle est retournée à la maison. Elle avait 25, 26 et elle ne savait pas tout à fait quoi faire, mais elle était là pour nous aider. Et c'est lui, un jour, qui lui a demandé, parce que c'était pas son père, c'est mon deuxième mari. Alors, elle, c'était pas son père, mais pour elle, c'était comme un père. Alors, 2 semaines avant qu'il est mort, il lui dit, j'ai jamais demandé d'être ton père, mais pendant le temps qui me reste, j'aimerais bien être ton père. Et là, elle me regarde et je dis, ah, elle a dit, d'accord. Première chose qu'il dit, c'est que j'aimerais bien que tu parles à mon funérail parce qu'il avait un fils. Et puis, il a dit, alors, il l'a mis sur le même niveau. Ça, c'était vraiment très bien. Mais deuxième chose qu'il lui a dit, c'est qu'il aimerait bien peut-être qu'elle vienne travailler avec moi parce que j'ai besoin de soutien. Il serait plus là. Et peut-être sur une bonne idée, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire dans la vie, qu'elle vienne travailler avec moi pour un mois, pour m'épauler, pour m'aider. Et si elle n'aime pas, elle va quitter. Alors, on est maintenant 25 ans plus tard, 24 ans plus tard. Et ma fille, c'est ma succession. Et c'est elle maintenant qui est sur le conseil national pour la famille Entreprise Canada, parce qu'il y a 2 ans, quand ils avaient besoin de quelqu'un pour le conseil, je dis non, c'est pas moi, c'est elle maintenant qu'on met là-dedans. Alors, elle adore ce qu'elle fait. Puis, je sais que j'ai la succession. Souvent, des jeunes clients, quand ils viennent devant moi, puis je suis pas âgée, mais plus âgée qu'eux, je regarde le regard et c'est sûr qu'ils me demandent, mais est-ce que vous allez être là? On a besoin de toi. Alors, je dis toujours 2 choses, qu'ils ont la chance d'avoir quelqu'un devant eux qui ont une sagesse, d'accord, active avec grâce et élégance. Mais deuxième chose, j'ai ma fille qui est ma succession. Ça calme les esprits. Tu vas être encore là, peut-être pas dans la même forme, mais tu vas être encore là dans la forme de ta fille. Et ton frère aussi, tu dis que ton frère est venu se joindre à l'organisation. Mon frère, il travaille pour mon père. Il y a un moment que les magasins de nettoyage est devenu très mafios. On ne pouvait pas être indépendante. Et puis, il devait laisser vraiment avant que ça tombe en faillite. Il a laissé, mais il est allé travailler pour d'autres personnes et j'ai vu qu'il avait une qualité de vente. Et je me suis dit, non, c'est quelqu'un que j'ai besoin dans l'entreprise. Alors, il a retourné aux études, c'est moi qui l'ai soutenu et c'est lui qui fait tout l'aspect collectif parce qu'on fait aussi le collectif avec les entrepreneurs et c'est lui qui fait tout cet aspect-là pour moi.
Alors, Ah, moi, je tenais beaucoup à t'inviter, Monette, aujourd'hui parce que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, mais il n'y en a pas beaucoup qui parlent sans le savoir autant de social et collectif que Monette Molofsky. Tu es, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais de ta vie, dans tout ce que tu racontes de tes histoires, il y a tout le temps la grande famille. Des fois, c'est les frères, les sœurs, les enfants, le mari. Des fois, c'est la collectivité. Des fois, c'est les femmes. Mais c'est tout le temps le collectif. Et ça, je trouve ça beau chez toi parce que ce collectif-là te rend riche. C'est-à-dire que t'es pas riche, t'es pas riche, là, on parle pas de ta richesse financière, non, non, là, je j'ai parle. compris. La richesse n'est pas uniquement l'argent. Exactement, c'est ça. Toi, tu personnifies bien cette richesse qui est beaucoup plus grande que les dollars dans le compte de banque, mais c'est toute cette Absolument. relation avec beaucoup, beaucoup de monde. Tu connais beaucoup de monde. Tout le monde que je connais qui te connaissent t'aime. Alors, c'est cette richesse que tu as créée autour qui est tellement inspirante et j'espère que c'est ça qu'on va avoir retenu de ton discours aujourd'hui. Merci. Et dernière chose que je vais dire, c'est que pour moi, la vie, la chose la plus importante, la vie pour moi, c'est une danse entre la passion et l'amour et le peur. Parce qu'on a tous le peur à l'intérieur de nous et on a aussi la passion et la danse. Mais c'est la passion et l'amour qui doivent mener la danse. Et pour moi, c'est ça ma vie. C'est de toujours dire que c'est ça, mes parents, c'est ça qu'ils ont fait. Ils étaient dans des situations pénibles, mais c'était l'amour et la passion pour la vie qu'ils ont tenu pour avancer. Alors, pour mener une danse, c'est vraiment l'amour et la passion et pas le peur. Et c'est ça, aujourd'hui, on trouve trop de peur autour de nous et on doit chercher l'amour et la passion. Wow, quelle belle façon de terminer cette entrevue. J'en dirai pas plus, j'aurais l'impression de ternir ce beau moment. Un grand merci, Monette, d'avoir accepté de venir discuter avec Un moi, de plaisir de partager ton m'inviter, intimité. Serge. Vraiment, je suis. All right. Alors, ben, écoutez, bonne fin de journée. Merci d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à partager l'entrevue et venir écouter les autres entrevues de chez Alias Entrepreneurs. On en a des dizaines comme ça d'inspirantes histoires d'entrepreneurs et d'entrepreneurs ES qui changent le monde à leur façon. Alors, Serge Beauchemin, Alias Entrepreneur, bonne fin de journée.